Valérie Mas, bonjour. Merci de me faire l'honneur de me recevoir. J'aimerais d'abord savoir qui vous êtes en termes de formation et de métier, de profession, et vous nous direz ensuite comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux questions climatiques. Eh ben bonjour, c'est moi qui suis très honorée que vous veniez m'interviewer. Donc je suis Valérie Mas, je suis actuellement la cofondatrice de WeNow, une start-up qui vise à proposer des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, des solutions pragmatiques pour les entreprises pour agir tout de suite. De formation, je suis HEC, donc j'ai une formation commerciale, marketing. J'ai bossé pendant 15 ans chez Total, dans différents métiers, et je me suis toujours attachée et intéressée au changement et à comment on faisait bouger les choses. Même chez Total, j'ai participé à beaucoup d'actions de transformation. Et en 2014, j'ai rencontré mon associé qui, lui, a passé 11 ans chez Engie. Donc, on est deux énergéticiens à la base. Et on est partis ensemble sur une idée assez originale. Je pense on avait envie de monter quelque chose qui était les arbres absorbent le CO2, les voitures émettent du carbone. Pourquoi on ne ferait pas un pont entre les deux ? Voilà. Donc ça, c'était les tout débuts de WeNow, qui s'appelait alors CP7, donc un nom de code. Excusez-moi, mais comment vous avez traduit ce pont ? Alors, justement, comment on l'a traduit ? Grâce à un petit boîtier connecté qu'on installe dans les voitures, qui nous permet de remonter un certain nombre d'informations des voitures, donc de comportement de conduite, comment vous accélérez, comment vous freinez. Mon associé, qui est ingénieur de formation, a développé des algorithmes qui permettent d'identifier quand est-ce que vous gaspillez du carburant et combien de carburant vous gaspillez, qui n'a pas servi donc à avancer, mais qui a servi à autre chose parce que vous avez freiné un peu trop vite ou accéléré un peu trop fortement. Et on a développé une application mobile qui coach chaque conducteur pour l'aider à réduire sa consommation de carburant. Donc, à la fin de chaque trajet, il a une note, un score qui qualifie son gaspillage énergétique. Et on l'aide à comprendre comment il va pouvoir s'améliorer. Donc, c'est une chose qu'on gamifie en plus. Donc, on va le motiver et l'incentiver à travers un certain nombre d'actions à perdurer dans son comportement et à vouloir aller encore plus loin. Et toutes les émissions de CO2 qui n'auront pas pu être réduites, on les compense en finançant des plantations d'arbres notamment, qui vont absorber, on l'espère, la même quantité de CO2 qui aura été émise. Est-ce que ces des activités fonctionnent bien et quels sont vos principaux clients ? Alors oui, donc ça fait presque 10 ans maintenant qu'on a lancé WeNow. Déjà, on n'est pas mort. La structure a dépassé les fameuses vallées de la mort des petites entreprises. Oui, on a des très gros clients comme Bouygues Construction, comme Vinci, comme Sanofi, comme Carrefour. Enfin voilà, donc on travaille avec des très gros clients, avec des plus petits également. Donc on coach en fait les flottes d'entreprises, donc toutes les voitures que les entreprises utilisent pour leur déplacement. Et je me rappelle plus de votre question. Non, c'était principalement ça, mais est-ce que cette activité donc se développe et fonctionne bien ? Est-ce que vous arrivez même à l'exporter ? Alors oui, on l'exporte via des structures françaises qui ont besoin pour leur filiale internationale de coacher de la même manière, qui apprécient ce qu'ils ont fait en France et qui se disent dans toutes les autres filiales internationales, on aimerait bien le faire. Après, alors oui, pour revenir à votre question, les premiers temps n'ont pas été simples, puisqu'évidemment le CO2 c'était pas un enjeu majeur des entreprises, loin de là. On était avant COP21, donc avant les tout premiers prémices de sensibilisation un peu plus massive sur le CO2. On était avant le Dieselgate, donc il n'y avait pas de problème non plus dans l'industrie automobile. Et les tout premiers contacts qu'on avait pris, c'était chez les constructeurs qui nous avaient dit revenez nous voir quand il y aura un marché du CO2. Et le marché arrive. Mais depuis, je situe le changement assez brusque et assez fort depuis un an et demi, depuis le Covid. Et on s'attend même aussi à ce que les institutions publiques s'engagent dans ce volet. Alors, il y a des lois, notamment en France, qui les obligent. La loi L'Homme, qui est la loi sur les mobilités, qui impose un certain pourcentage dans les flottes
étatiques, publics ou même d'entreprises, dans chaque renouvellement, ils doivent électrifier une partie de leur flotte. Oui, donc il y a des lois, il y a une pression sociétale extrêmement forte qui n'a jamais été aussi forte. Quand on voit tous ces jeunes qui démissionnent ou qui appellent à démissionner à la sortie d'école, il y a une vraie volonté, un vrai changement en tout cas. Donc vous êtes appelé à vous restructurer face à ce développement qui arrive. Ah oui, alors oui, mais là on est de plus en plus sollicité, c'est-à-dire qu'on a des appels entrants tous les jours. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que à nouveau, j'ai senti cette bascule. Depuis 1 an et demi, on n'avait pas autant de demandes jusqu'à maintenant. Et paradoxalement, ou curieusement, vous vous intéressez aussi à une partie médiatique en développant un podcast où vous interrogez régulièrement donc des personnalités du monde économique ou du monde scientifique sur des questions climatiques. Alors, quelle a été la stratégie ? Pourquoi ? Alors en fait, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc on développe ce projet d'objets connectés. On a un peu de mal à le pousser. On n'a pas un marché extrêmement fort. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas de concurrence, c'est un signe qu'il n'y a pas encore de marché. Donc on développe, on crée notre propre marché. Donc en parallèle, on développe des solutions de sensibilisation pour parler de CO2. On voit bien que les conducteurs ne comprennent pas bien ce que c'est que le CO2, donc on développe des formations. On développe récemment un jeu pour sensibiliser et faire passer à l'action. Et au passage, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression que donc dans tout mon univers, j'ai l'impression que je suis entourée de gens plutôt positifs, plutôt enthousiastes et plutôt confiants dans l'avenir, ou en tout cas qui ont envie. Donc je suis dans un environnement de start-up, de green tech, qui développe des choses pour changer le climat. Dans le même temps, je vois monter dans la presse, je vois monter dans les réseaux sociaux des publications extrêmement angoissantes, des gens qui sont extrêmement critiques, extrêmement culpabilisants, et je me dis mais je comprends pas pourquoi moi je suis optimiste et pourquoi j'ai l'impression que le monde entier est plutôt pessimiste sur le climat. Je comprends la notion de pessimisme, effectivement, de dire ça va pas du tout. Même si à un instant vous disiez que les personnes que vous rencontriez étaient étonnamment positives. Même si le microcosme que je rencontre, qui sont plutôt des acteurs, donc des gens de la transformation, sont positifs. Et je m'aperçois que c'est justement parce qu'on s'irrigue les uns les autres, parce qu'on est très positif et parce qu'on est dans l'action, qu'on est positif, ou en tout cas qu'on a envie d'y croire et qu'on est plutôt dans on veut transformer. Et je m'aperçois que, à l'inverse, beaucoup d'études scientifiques, notamment en psychologie, démontrent que culpabiliser ou faire peur ne fait pas passer à l'action. À l'inverse même, alors il y a certaines pubs de cigarettes, vous savez, on marque sur les cigarettes « fumer tue ». Ça a eu même des conséquences à l'inverse de ce qu'on attendait. C'est-à-dire que pour défendre son ego qui est attaqué, on va se protéger et donc on va soit nier le problème, soit on va inventer une raison pour laquelle nous on n'est pas concernés. Quand on parle de sécurité routière, tout le monde pense qu'il est très bon conducteur et que ça ne lui arrivera jamais. Donc en fait, ça ne sert à rien et c'est même potentiellement contre-productif que de culpabiliser à fond et de faire peur à fond. La menace beaucoup trop grande n'a pas d'impact sur l'action. Et le deuxième point, c'est savoir ce qui va nous arriver ne fait pas passer à l'action non plus. Si vous saviez, tout le monde sait que manger du sucre, manger des sucreries, c'est pas bon pour les dents, ça fait grossir, etc. On continue. On sait que fumer est dangereux pour la santé, on continue. Donc en fait, le fait de savoir les problèmes ne fait pas passer à l'action. Et je me suis dit, est-ce que le climat, ça serait pas comme le management ou l'éducation ? Dans le management ou l'éducation, on vous dit, à chaque fois que vous dites une critique, vous dites quelque chose de négatif, il faut 5 trucs positifs à l'inverse pour compenser l'effet de la chose négative. Je me suis dit, mais pour le climat, ça doit être pareil. C'est-à-dire que si j'entends une chose négative qui me fait peur, c'est utile parce que potentiellement ça peut quand même me faire réfléchir et me faire poser des questions sur les solutions, mais il faudrait 5 solutions en face. Et c'est
un des objectifs que j'ai voulu, accomplir en lançant ce podcast. Qui s'intitule En route. Pourquoi avoir choisi le podcast plutôt qu'un autre support média ? Alors, en fait, l'idée derrière le podcast, c'était à la fois d'être une voix positive. Alors, qu'est-ce qui était simple pour moi c'était de lancer quelque chose que je pouvais maîtriser. Donc, je m'amuse beaucoup avec tous les outils son, médias, etc. Je me suis dit, il y a plein de podcasts, pourquoi pas essayer. Je n'avais aucune compétence particulière au départ. Et le deuxième point sur lequel je me suis lancée, c'est aussi, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que ça va me permettre d'aller me confronter et m'ouvrir à des champs extrêmement vastes. Et ça me permet de construire aussi ma pensée. Et donc, l'ensemble de ces conversations que je peux avoir avec des gens extrêmement différents, j'ai des sportifs, des scientifiques, j'ai des directeurs RSE, j'ai des directeurs d'entreprise, j'ai des entrepreneurs, j'ai des jeunes aussi, ça me permet de confronter ce que j'apprends au fur et à mesure et de construire un schéma de pensée aussi, moi, qui m'est utile pour réfléchir à quelles solutions je pourrais proposer, éventuellement pour aider et faire grandir l'impact que je cherche à avoir dans la société. Oui, c'est vrai qu'ainsi, en allant voir un peu tout le monde, on ne peut pas vous soupçonner de n'être que dans une voie entrepreneuriale, juste pour faire plaisir aux clients que vous avez en les interrogeant, les interviewant. Non, vous allez au-delà, semble-t-il, pour interroger scientifiques et sportifs et d'autres. Quelle est aujourd'hui, alors bien entendu, quelle est votre stratégie une fois que vous réalisez ces interviews et que vous obtenez donc des réponses intéressantes? Comment vous faites connaître ce travail? Alors c'est peut-être là où je suis pas au top. En fait, je veux bien faire, c'est-à-dire je vais essayer de communiquer, etc. Mais c'est pas mon boulot. Je suis pas rémunérée pour ce podcast. Ce podcast, je le fais, c'est un peu une de mes contributions au monde, mais la boîte qui me fait vivre, c'est WeNow. Donc je ne travaille pas énormément la promotion de ce podcast, etc. Donc les gens apprécient et voilà, ça monte en diffusion, mais je ne cherche pas particulièrement à passer du temps. Il faudrait, parce que justement pour contribuer aussi et pour asseoir cette image positive que j'ai envie de donner, il faudrait que je travaille cette diffusion. Vous avez choisi le podcast, vous le destinez à qui en fait? Alors aujourd'hui, je le destine à tous ceux qui s'intéressent au climat, mais qui n'ont pas encore, qui sont stressés, qui en ont marre d'entendre parler du climat en mode négatif, qui ont l'impression que les entreprises ne font rien, que l'État ne fait rien, soit à tous ceux qui cherchent des solutions pour faire bouger les choses. Parce qu'en fait, je crois beaucoup, et c'est comme en publicité, je crois beaucoup à la fréquence d'un message. En publicité, on dit qu'il faut entendre 7 fois quelque chose avant de s'intéresser ou de retenir une marque. Là, il va falloir entendre plusieurs fois le message autour du climat, peut-être plusieurs fois des messages autour de manière d'agir, avant de se dire « Ah bah oui, moi aussi je peux faire quelque chose ». Ce que j'aimerais, à l'issue de l'écoute de ce podcast, c'est que les gens se disent « Moi aussi, je peux faire quelque chose ». Alors, vous enregistrez ces interviews, vous les mettez en ligne sur votre site. Je les mets en ligne sur Ocha, qui se charge de le diffuser partout, sur toutes les plateformes de podcast et d'écoute, que ce soit Apple Podcast, que ce soit même Spotify, etc. Et effectivement, je les mets également en ligne sur notre site, comme ça permet aux gens de les retrouver à un endroit donné, si jamais ça se perd ailleurs, et je les diffuse sur LinkedIn. Et est-ce que vous faites du mailing? Je ne fais pas de mailing. Alors vous avez choisi une durée
qui est d'environ 30 minutes. Ouais. Est-ce que c'est la bonne durée? Est-ce que c'est pas trop long? Alors c'est une très bonne question. Je me suis vraiment posé la question du timing, parce que mes enregistrements durent plutôt 1 heure. Donc c'est déjà une grosse coupe que d'arriver à 20, 25, 30 minutes. En fonction des podcasts et en fonction de l'intérêt, des fois je coupe plus, des fois j'en fais 2. Je sais pas du tout. En fait, ce que je sais, c'est que quand moi je cours, je peux écouter quasiment l'intégralité d'un podcast. Je trouve que 1 heure, il y a beaucoup de podcasts qui sont autour d'1 heure, c'est très long, mais en même temps, c'est aussi là où on rentre dans le détail. Je me pose beaucoup de questions sur la durée, j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens, alors j'ai posé la question à mes auditeurs, beaucoup m'ont dit pas plus long. Est-ce que c'est pour vous un support stratégique dans le sens où il vous sert à vendre votre service d'accompagnement? Alors non, il ne me sert pas à vendre tous mes services d'accompagnement. En revanche, des entreprises. Ouais. En revanche, ce qu'il m'aide à faire, il m'aide à faire plusieurs choses. Donc, il m'aide à moi à construire ma réflexion personnelle et stratégique pour l'entreprise, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'alimente en créativité. Il m'aide potentiellement à faire connaître WeNow. Donc clairement, au moins la notoriété et la position de WeNow sur le climat. Donc ça, c'est intéressant. Ils m'aident potentiellement également à intéresser ou intriguer des personnes sur un aspect un peu particulier de notre façon de procéder, qui est l'optimisme. Il y a assez peu de personnes qui mettent optimisme et climat en même temps, surtout en ce moment. Donc à nouveau, c'est pas de l'optimisme BA, c'est pas de l'optimisme bisounours, c'est plutôt de l'optimisme d'action. C'est justement parce qu'on est dans l'action qu'on peut et qu'on doit avoir un horizon, parce que si on n'a pas d'horizon, on n'agit pas. Et je pense que oui, ça peut intriguer, mais j'ai pas de client qui a été interviewé. En tout cas, vous n'avez pas cette pensée. Non. Quelle est la fréquence de ces entretiens? Compliqué, toutes les semaines. Ah, c'est bien. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais. Et vous recevez ou vous vous déplacez? Alors, le confinement, au début, je me déplaçais systématiquement. Je recevais pas parce que les gens préféraient être chez eux. Avec le confinement, ça a été plutôt en distanciel. Donc là, j'ai découvert toutes les joies du son à distance. Et maintenant, qui n'est pas aussi bon que le son. Qui n'est pas aussi bon que le son présentiel, ouais, clairement. Après, comme je suis une novice et une apprentie sorcière en matière de journalisme, j'ai eu aussi plein de galères. J'ai aussi des sons qui ne se sont pas enregistrés, je l'ai découvert après. Comme j'enregistre sur mon téléphone, il y a des gens qui m'ont appelé, ça a coupé l'enregistrement, je ne le savais pas, donc j'ai dû revenir pour reposer des questions. Enfin voilà, donc j'ai quand même un peu tout eu. Aujourd'hui, maintenant, je suis très vigilante et je sais où sont mes garde-fous. Maintenant, en fait, je fais les deux et je me dis, un vaut mieux que 0, c'est-à-dire que si j'ai un enregistrement, même si le son est pas top, si l'enregistrement est passionnant, les gens passent par-dessus. Alors, intéressons-nous maintenant à l'audience. Oui. Parce que c'est après tout le but un petit peu c'est de vous faire entendre, même si vous n'êtes pas fixé là-dessus. Alors, est-ce que vous avez des retours par rapport à cela? Alors, j'ai adoré, j'ai plein de retours. Alors déjà, j'ai aujourd'hui maintenant des demandes de passage sur le podcast, ce qui me surprend. Je pense qu'il ne me laisse pas de surprendre, parce que effectivement, je suis devenue un média un peu malgré moi. Enfin, j'y avais pas pensé en tout cas. Le deuxième point, c'est que j'ai des gens qui me disent, je l'utilise auprès de mes élèves. Donc j'ai eu plusieurs témoignages de profs qui m'ont dit je l'utilise pour démontrer des choses auprès de mes élèves, donc j'utilise des points de témoignage. Il y en a d'autres qui m'ont dit c'est ma playlist. Et donc oui, c'est génial parce que enfin une bouffée d'optimisme et tous les jeudis je l'écoute parce que ça me donne de l'optimisme et ça me donne envie, à la fois sur la tonalité que je prends. Donc c'est vrai que j'ai une voix relativement dynamique et je pense que j'arrive à le partager, mais par les thèmes et la manière dont je vais construire l'interview avec mes intervenants, j'ai plusieurs personnes qui repartagent
avec des acquis sur LinkedIn. Voilà ce que j'ai appris, merci beaucoup, c'était génial, etc. Donc voilà, donc ça c'est effectivement des témoignages extrêmement intéressants. D'accord, de beaux témoignages, je n'en doute pas. Par contre, est-ce que vous avez des chiffres statistiques ? Alors je ne vais pas communiquer sur mes chiffres parce que en fait ça n'a pas forcément beaucoup de sens aujourd'hui pour moi et que je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Donc tant que je ne sais pas si c'est bien, mal ou voilà, je communique pas tellement. Alors, comment vous vous situez ou vous pensez vous situer par rapport à la panoplie de podcasts qui existent aujourd'hui autour du climat ? Sur le climat, il existe des choses très agressives ou très, en tout cas, plutôt organisées par des lanceurs d'alerte. Je suis clairement pas dans cette voie-là, même si j'estime et je trouve que c'est important qu'il y ait aussi ce type de voie-là. Il y a des podcasts qui donnent la main que aux entreprises, j'en ai 2 en tête, et je sais que certains se font payer, donc je ne sais pas quelle est la sincérité qu'il y a derrière. Donc voilà, et après, j'ai pas l'impression, alors peut-être que c'est parce que je suis isolée, parce qu'en fait moi je suis entrepreneur, je suis pas podcasteur à la base et que je le fais ça en plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait une communauté d'acteurs du podcast pour le climat. Il y en a pas beaucoup quand même. J'aimerais qu'il y en ait plus parce que justement je pense que si on portait plus de voix positives avec plus d'enrichissement, je trouverais que enfin voilà, je pense que ça aiderait beaucoup les gens à passer à l'action. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être assez originelle sur ma proposition parce que c'est assez éclectique et c'est toujours teinté d'optimisme et d'orientation action. J'ai l'impression d'avoir une communauté de fidèles, de gens qui m'écrivent mais je ne saurais pas me comparer aux autres en fait. Est-ce que vous seriez tenté, maintenant que vous êtes un petit peu journaliste, pour aller sur des questions un peu plus sensibles, vous qui étiez notamment chez Total, à qui on a reproché beaucoup de choses en matière de climat. C'est-à-dire des choses sensibles, aborder des questions plus polémiques. En fait, j'entends beaucoup d'acteurs, effectivement, agresser les entreprises. Je reviens peut-être 2 minutes sur mon passé chez Total. Je suis arrivée chez Total, ou quasi je suis arrivée chez Total, au moment de l'Erika, au moment de la pollution sur les plages de Bretagne. Et je me suis aperçue que tout le monde était breton chez Total. C'est une image, mais en fait, chacune des personnes était affectée. Une entreprise ne veut rien dire, ou on a l'impression que l'entreprise est froide, mais en fait elle est composée de plein de gens, et ces gens sont des gens d'émotion, et c'est des gens qui ont envie de faire des choses bien. Je connais assez peu de gens qui ont envie de faire le mal pour faire le mal, ou de polluer pour polluer. Je connais donc pas mal de gens qui sont restés chez Total et qui veulent vraiment apporter faire changer, transformer l'énergie. Apporter de l'énergie, c'est une mission extrêmement importante, notamment dans les pays émergents. Enfin voilà, on a besoin d'énergie pour se développer. Il faut apporter de l'énergie propre ou moins d'énergie, mais c'est quand même une mission qui est potentiellement noble. Et ces gens sont extrêmement heurtés à chaque fois qu'on agresse. Donc je pense que ma stratégie, mais c'est pareil chez les enfants, et je fais beaucoup de parallèles avec l'éducation, ça ne sert à rien de pointer le coupable du doigt, ça sert à rien de le mettre lui montrer qu'il fait mal. À nouveau, il va plutôt se défendre parce un enfant, quand il a fait une bêtise, il avait jamais une mauvaise intention. Il avait toujours une intention je suis monté sur 3 étagères pour essayer d'atteindre le pot de chocolat. Je voulais atteindre le pot de chocolat. Je voulais pas faire une connerie et tout faire tomber et me casser la figure et aller à l'hôpital. C'était pas mon objectif. Et donc, aller chercher l'intention positive et essayer d'aider à faire bouger les choses me paraît bien plus productif que d'aller taper sur quelqu'un. Surtout qu'on ne tapera jamais sur quelqu'un dans les entreprises, ou alors assez rarement, dans les entreprises, la responsabilité est complètement diluée. Personne ne se sent complètement responsable. Donc c'est ça qui est compliqué. Total est aujourd'hui un client à vous ? Total n'est pas un client. Est-ce que justement vous comptez aller à l'avenir vers d'autres supports un peu plus complexes, comme la vidéo ? Alors moi ça m'amuse, mais j'ai pas le temps. Ça m'amuse, j'adore monter, j'adore découvrir de nouvelles techniques, mais j'ai pas le temps. Alors, vous pourriez développer ça aussi en interne ?
On pourrait développer ça en interne, et c'est une très bonne question. Je me pose en tout cas la question d'être un porte-parole un peu plus influent pour pousser des messages plus enthousiasmants. Quand je dis aux gens, prenez là où vous en êtes et avancez, les gens me disent souvent « Ah, enfin quelqu'un qui comprend que je peux pas être bon partout. Ah, enfin quelqu'un qui me donne envie d'avancer. » Donc je me dis, il faut passer plus souvent ce type de message. Donc oui, alors est-ce que ce sera la vidéo? Est-ce que c'est des newsletters? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que je blogue par ailleurs sur d'autres sujets? Est-ce que c'est... pourquoi pas? Est-ce que c'est monter une équipe sur le sujet pour faire bouger les choses, pourquoi pas? J'ai un autre sujet, un autre projet en ce moment qui est plutôt de la formation, action, jeu avec ma plateforme, et donc là j'écris beaucoup autour de ça pour enthousiasmer autour du climat. Ouais. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie Valérie Mas pour ce caractère un petit peu complet de ce que vous m'avez donné comme information. Merci beaucoup.